Bonjour mesdames et messieurs, voici les nouvelles du front. 2 avions américains ont été abattus en Iran. Mais nous n'allons pas commencer par l'Iran, nous allons commencer par Zakran, ou plutôt par le héros de notre temps, Zakran Mamdani. C'est terriblement amusant de voir les électeurs qui ont mené Mamdani à la victoire lui crier dessus maintenant parce qu'il les a trompés. En réalité, il a trompé tout le monde, y compris les gauchistes, très gauchistes et enragés. Par exemple, il criait qu'il fallait libérer la Palestine. Eh bien, il voulait dire la libérer des Juifs, bien sûr. Et quand il est devenu maire et a commencé à rencontrer de riches Juifs new-yorkais, il leur a déclaré haut et fort qu'Israël avait aussi le droit d'exister. Ce qui, bien sûr, a complètement étonné sa propre femme, qui n'est pas du tout de cet avis. Mais écoutons un électeur typique, fort et frustré de Mamdani. Qui confirme constamment le droit d'Israël à exister. Parce que des gens comme moi sont constamment attaqués par les politiciens. Parce que nous soutenons la Palestine et vous défendez constamment le droit d'Israël à exister. Je vous entends dire liberté pour la Palestine, mais aussi qu'Israël a le droit d'exister. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite, ne soyez pas hypocrite en disant liberté pour la Palestine tout en défendant le droit d'Israël à exister. Il n'a pas le droit d'exister, il n'a pas le droit d'exister, ce n'est pas à vous de décider s'il a le droit d'exister. Israël, selon les électeurs de Mamdani et sa femme aussi, n'a pas le droit d'exister. Il ne l'a tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit. Point final. Voici aussi les électeurs de Zakran qui ont soudain découvert qu'ils les avaient aussi trompés, dupés, s'étaient moqués d'eux, les avaient roulés, appelez ça comme vous voulez. Pour Oron, nous avons tous voté pour toi, car tu avais promis de protéger les travailleurs et de mettre fin à ces journées de travail de 24 heures. Il faut arrêter la journée de travail de 24 heures. Andani, tiens ta promesse. Pourquoi tu n'as rien dit ? Vous relayez ce mensonge sexiste russe, affirmant que les migrantes choisissent de travailler sans arrêt. Donc, les immigrés à qui le gouvernement paie pour s'occuper de leurs parents en tant qu'aide à domicile reçoivent maintenant un salaire pour 13 heures par jour. Ces manifestants estiment que, vivant sur leur lieu de travail et s'occupant de leurs proches, ils devraient être payés 24 heures sur 24. En somme, c'est nous qui les rémunérons. Vous devriez placer vos parents en maison de retraite, alors que l'État paie ces gens pour qu'ils restent chez eux et s'occupent eux-mêmes de leurs parents. Pour ceux qui ne connaissent pas la situation, il faut expliquer. Aux États-Unis, en fait, on peut envoyer des parents malades qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes dans une maison de retraite. Ou bien tu peux déclarer que tu vas t'occuper de lui, ou d'eux s'ils sont deux, toi-même, chez toi. Et l'État te paie. Tu es payé pour t'occuper de tes propres parents, ou tu peux engager un voisin si tu veux. Et dans tous les cas, quelqu'un recevra de l'argent pour s'occuper des personnes âgées. En 2020, il y avait 8,36 millions de personnes handicapées et âgées bénéficiant de soins rémunérés. Et en 2026, ce chiffre est estimé entre 8 et 10 millions. Pour l'instant, il n'a pas encore été calculé précisément. En moyenne, les États-Unis dépensent environ 30 000 $ par an pour un patient nécessitant des soins. Au total, les contribuables versent 300 milliards de dollars par an pour que les parents de quelqu'un, enfin, pour que les personnes âgées, comme on dit, ne restent pas seules. Donc cette manifestation de protestation que je vous ai montrée exige que l'on paie pour s'occuper de ses propres parents. Pas les dix à 11 heures qui leur sont payées, comme c'est le cas actuellement, par jour, oui, mais pour 24 heures sur 24. Une personne travaille 24 heures sur 24 mais n'est payée que pour moins de la moitié de ce temps. Mais si on commence à payer pour 24 heures par jour, alors les femmes qui s'occupent de leurs proches recevront non pas 30 000 $ par tête et par an, mais 72 000. Eh bien si, disons, il y a une garde à domicile et qu'on s'occupe de 2 personnes âgées, alors ce sera 144 000 $ par an. Et alors, les États-Unis dépenseront 720 milliards de dollars par an au lieu de 300 milliards de dollars par an. D'ailleurs, la moitié de ces, grévistes, ce sont en fait des clandestins. Ils ont franchi la frontière, payant au cartel entre 6 000 et 10 000 $ selon les chiffres d'il y a 2 ans. Maintenant, cela a peut-être changé.
Et maintenant, après avoir payé, disons, 10 000 $ pour passer, ils reçoivent 30 000 $ par an pour rester chez eux. Et ils en veulent 72. Eh bien, moi aussi, je voudrais recevoir 72 000 pour rester chez moi. Et vous? Voilà, et c'est un bon business. Mais c'est drôle que Mamdani leur ait promis tout ce qu'ils voulaient, hein, et après les élections, eh bien, il a complètement oublié leur existence. Mais il sait exactement qu'il faut trouver de l'argent quelque part, le trouver et le prendre, le trouver et, comme on dit, le piquer rapidement. Il ne pense donc pas qu'une personne libre produit beaucoup plus et de meilleure qualité qu'un esclave, et que ce que produisent donc des gens libres, il le mettrait dans la caisse de la ville, même en payant moins, avec des impôts plus faibles. Beaucoup plus que les esclaves, même si on leur prenait absolument tout ce qu'ils auraient réussi à produire, comme on dit. C'est pourquoi Mamdani cherche à qui il pourrait voler. Voilà. Pour ceux qui ont vu les budgets année après année, je vous assure que rien n'est habituel ici. Nos décisions seront donc atypiques. 2 solutions existent pour combler cet écart. La première, la plus durable, consiste à augmenter les impôts des New-Yorkais les plus riches. Ils vont recommencer à partir, mon frère. Et nous avons un gouverneur qui les supplie littéralement, « S'il vous plaît, revenez, revenez, nous avons besoin d'argent. » J'ai besoin de personnes aisées pour soutenir les généreux programmes sociaux que nous voulons avoir dans notre État. J'ai besoin de personnes aisées pour soutenir les généreux programmes sociaux que nous voulons avoir dans notre État. Tout le monde s'en va. Je pense que beaucoup d'Américains ne seraient pas contre payer un peu plus d'impôts, surtout les Américains très riches. Mais quand ils entendent à quoi cela va servir? À la création d'un bureau LGBT à New York, au financement de la garde d'enfants pour les immigrés illégaux, puis à la distribution de tickets de bus gratuits aux gens pour qu'ils ne poignardent pas le chauffeur de bus. J'ai l'impression que mon argent est gaspillé. Les millionnaires patriotes ayant répondu à l'appel. Financer des clandestins n'a rien de patriotique, c'est simplement stupide. D'accord, faites des chèques. C'est ridicule. Donc, si vous voulez aider, alors peut-être commencer par aller à Palm Beach et ramener quelqu'un à la maison, car notre base fiscale est affaiblie. Tout le monde a vraiment quitté New York. Ce que tout le monde prédisait est arrivé. Si nous n'optons pas pour la première voie, la ville devra prendre la seconde, plus nuisible. N'ayant pas d'autre choix, la ville devrait utiliser le seul levier de revenus entièrement sous notre contrôle. Il faudrait augmenter les impôts fonciers. Voilà ce qu'il avait promis de ne jamais faire. Laissez-moi vous expliquer. Première option. Une vieille dame, une femme âgée, vit dans un appartement où elle a passé toute sa vie. Autrefois, il y avait son mari, ses enfants, un chat. Maintenant, il ne reste plus que le chat. Elle lâche une pension. Disons qu'elle reçoit pour elle-même et pour son mari, ensemble, socialement. Peu importe, disons 4 000 $ par mois. L'appartement est payé depuis longtemps, donc il n'y a plus besoin de payer pour ça. Mais il y a la taxe foncière. Disons environ 750 $ par mois. Pour la nourriture, l'électricité, le gaz, l'eau et parfois quelques gourmandises, ça fait 3 250 $, donc à la soviétique. Ici, une personne reçoit 4 000 et les dépense. La vie est belle. Mamdam augmente la taxe, disons, d'environ 250 $ par mois. Maintenant, la vieille dame doit renoncer au thé avec des bonbons, à l'abonnement HBO et au paiement du club de bingo. Où elle va une fois par semaine pour sortir avec son ami. Et pour quoi faire? Pour que Mamdani puisse financer des clubs pour lesbiennes, payer des opérations de changement de sexe pour des enfants sans l'autorisation des parents, mais surtout pour entretenir des immigrés illégaux dans des hôtels, en leur fournissant de la nourriture, des vêtements, le gaz, l'électricité, des cigarettes et des soins médicaux gratuits qui chez nous coûtent très cher. Je dirais même que oui. À votre avis, est-ce juste envers une personne âgée qui a cotisé toute sa vie à ce système de sécurité sociale? Ou une autre histoire, une autre option, oui. Un investisseur a bâti un immeuble résidentiel à New York. Il a calculé que donc le revenu provenant de la location des appartements serait, disons, 100 000 $ par mois, oui. Les dépenses pour l'immeuble sont de 20 000 l'hypothèque, puisqu'il a emprunté de l'argent pour cela. Oui, 60 000 la taxe foncière, 10 000 les 10 000 restants, c'est le bénéfice. Messieurs, je vous donne un schéma très simplifié. Eh bien, le schéma est correct, mais il est très simplifié pour ne pas compliquer la compréhension. Voilà. Et maintenant, Mamdani dit qu'il n'y aura pas 10 000 d'impôts, disons, sur ton grand, luxueux et magnifique immeuble résidentiel, mais 20 000, et le bénéfice de l'investisseur est devenu nul. Ou presque nul, oui. Et à votre avis, que fait l'investisseur? Il augmente le loyer.
Immédiatement, moins de gens veulent louer son appartement et surtout, cela devient plus cher pour les locataires de louer des appartements parce que la taxe foncière a augmenté. Mais le plus important, c'est que l'investisseur ne construit plus d'immeubles résidentiels à New York. Pourquoi ? Oui, il partira en Floride ou au Texas et il n'y aura plus de nouveaux logements construits à New York parce qu'ils ont commencé à trop taxer. Beaucoup de taxes foncières. En conséquence, la valeur des anciens logements augmente faute de construction de nouveaux. Beaucoup de gens cherchent, mais il n'y a pas d'offre. Et donc les vieilles maisons se détériorent, elles ne sont pas rénovées parce que personne ne les quitte. Tout le monde s'accroche à son ancien logement. Donc, en augmentant les impôts pour faire plaisir à certains, et je soupçonne encore une fois que c'est pour les mêmes lesbiennes, gays et sans-papiers, en même temps, cela crée de gros problèmes. Pas seulement aux propriétaires, mais à tous les habitants de la ville, en réalité, qui louent rarement ce logement aux propriétaires. Donc, Mamdan est soit un idiot, soit un salaud. Eh bien, quand je dis idiot, je parle du point de vue économique. Il n'est pas idiot, disons, mais rusé. Il peut être idiot, mais rusé, oui. Et il est possible qu'il soit à la fois un idiot rusé et un salaud. Oui, je pense qu'il est un idiot rusé et un salaud. Et vous, qu'en pensez-vous ? Passons maintenant aux événements pas très agréables de la journée. Et l'opération en Iran pendant 1 mois a été presque sans bruit. Il me semble qu'il y a eu 12 morts et 3 avions ont été endommagés à cause en réalité d'une erreur des Alliés. Ils les ont pris pour des avions ennemis et les ont abattus avec des missiles américains. Ils les ont abattus, mais pour ainsi dire, les pilotes se sont éjectés. L'Iran a réussi, au cours des dernières 24 heures, à abattre un F-15S, je crois, ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. C'est un bombardier léger. Les 2 pilotes, enfin le pilote et l'autre membre d'équipage dont j'ignore le nom, semblent déjà avoir été sauvés. Oui, l'un a été retrouvé et amené à la base. Pour le second, ils le cherchent, le transportent, tous savent où il est. Des avions et des hélicoptères tournent là-bas, aux endroits où il devrait se trouver, mais donc l'avion de recherche ADX Warthog, je pense, oui, aussi. Il a reçu une missile iranien sur le flanc, le pilote a été éjecté, pour ainsi dire, il s'est catapulté et a été récupéré, et plusieurs hélicoptères ont été endommagés par des tirs d'armes légères. Ils volèrent très bas, ils essayaient, pour ainsi dire, de trouver ce pilote, parce qu'un signal venait de quelque part, ils ne voyaient pas d'où venait le signal. D'après les informations de CBS, nous savions qu'aujourd'hui, un ADX s'était écrasé, le pilote a été sauvé, il n'était pas clair pourquoi l'ADX était tombé, maintenant il a été rapporté et confirmé que l'ADX a été abattu. Il a dérivé dans le golfe Persique où le pilote a pu s'éjecter. Donc, il est rapporté qu'un autre avion américain, un ADX Warthog américain, a été pris sous le feu et a été endommagé lors d'une opération de recherche et de sauvetage pour les membres d'équipage du F-15 abattus au-dessus de l'Iran. Le pilote a réussi à s'échapper et à s'éjecter au-dessus du golfe Persique et a été secouru avec succès par les forces américaines. Ainsi, c'est le 2e avion abattu par les Iraniens au cours des dernières 24 heures. Le pilote américain du F-15 Strike Eagle, sauvé après que son avion a été abattu au-dessus du sud de l'Iran, a été récupéré par 2 hélicoptères militaires américains. Au cours de l'opération, l'hélicoptère transportant le pilote secouru a essuyé des tirs d'armes légères. Après que des membres d'équipage à bord ont été blessés, l'hélicoptère a atterri en toute sécurité et tous les militaires, selon CBS News, reçoivent les premiers soins médicaux et seront transportés pour des soins supplémentaires. Plusieurs hélicoptères ont été touchés, mais l'évacuation a réussi pour tous. Et comment la population iranienne réagit-elle à cela ? Peut-être sont-ils déjà déçus par Trump ? Amen. Ils l'aiment. Amen. Trump, merci beaucoup à vous. Trump, большое вам спасибо. Trump, большое вам спасибо. Trump, большое вам спасибо. Trump, большое вам спасибо. Monsieur le Président, un immense merci à vous. Vous êtes le meilleur président des États-Unis de toute l'histoire. Nous vous aimons beaucoup, Monsieur le Président. Non, les Iraniens ne sont pas déçus par Trump. Et qui est déçu ? Ou plus précisément, qui nous veut du mal ?
Dès qu'on pense à ceux qui détestent l'Amérique de tout leur être, on se rappelle tout de suite des commentaires que moi et d'autres blogueurs recevons. Sous les vidéos et sous les articles, des habitants de Vologda, Orel, Mourmansk, Moscou ainsi que de Kharkiv, Soumy et d'autres capitales culturelles du monde russe et ukrainien. Honnêtement, je me demande qui déteste le plus l'Amérique, les Juifs et Trump. Les Russes qui pensent que l'Amérique veut détruire leurs valeurs fondamentales en utilisant les Ukrainiens, ou les Ukrainiens qui dépendent de l'Amérique, à qui nous avons déjà donné environ 170 à 175 milliards de dollars, mais qui en veulent encore plus, l'Amérique. On ne veut plus donner davantage. Et pour ça, ils nous insultent de tous les noms. Eh bien, ils détestent aussi l'Amérique, les Juifs et Donald Trump. Mais à quel point nous détestent-ils ? Naturellement, vous et moi, nous avons une question. Pourquoi nous détestent-ils autant ? Nous leur avons donné, enfin, c'est-à-dire offert, comme je l'ai déjà dit, 170 à 175 milliards de dollars. Avec cet argent, s'ils n'avaient pas volé, ils auraient pu gagner cette guerre depuis longtemps. Nous leur avons proposé le pré-bail. Faites comme Israël, faites une liste de ce dont vous avez besoin et nous vous le livrerons. Mais ils ont refusé. Nous avons collecté de l'argent pour eux afin d'acheter des gilets pare-balles. Personnellement, pour ainsi dire, oui, chacun de nous a collecté, organisé des concerts, simplement fait des collectes, des abonnements, etc. Pour des casques, pour de la nourriture diététique pour les enfants. Nous leur avons envoyé divers accessoires pour handicapés, comme béquilles, fauteuils roulants et des médicaments. Nous avons rassemblé des cadeaux pour les enfants. Et eux, ils nous répondaient par une haine déchaînée. D'ailleurs, une haine non dissimulée. Non dissimulée. C'est bien ce qu'il y a derrière tout ça. Non, c'était juste une haine directe et déchaînée envers tout cela. Et puis, ils volaient tout ça, et ensuite ils le revendaient à leurs propres soldats. Ils vendèrent les gilets pare-balles et les provisions que nous leur avions envoyées gratuitement. Ce n'étaient pas seulement les Ukrainiens, bien sûr. Les États-Unis ont livré à l'URSS, dans les années 40, 17,5 millions de tonnes, vous comprenez, n'est-ce pas ? 17,5 millions de tonnes d'armes, de matériel, de matières premières, de produits alimentaires, comme des chars, des avions, des camions, de l'aluminium, des explosifs, du ragoût en conserve. Dans les années 90, oui, nous avons accordé des prêts pour 12 milliards de dollars, sans aucune garantie. Oui, nous avons accordé des prêts. Dans les années 2000, nous avons partiellement annulé, partiellement restructuré ces dettes. Sans notre aide, comme l'a dit Iosif Staline, la Russie n'aurait pas pu résister au choc allemand. Mais jamais. Personne, aussi loin que je me souvienne, personne n'a dit merci. Seulement de la haine, des insultes, des crachats. Et ces horribles États-Unis, l'incarnation de l'enfer. Je vais donner quelques exemples pour ne pas parler en l'air, puis nous parlerons des raisons. Parce que s'il y a une conséquence, mesdames et messieurs, il y a forcément une cause. Nous ne construirons pas de théorie, nous allons juste lire. Lire ce que de vraies personnes, nos contemporains, des politiciens, des journalistes, des blogueurs disent à propos de Trump, des États-Unis. À voix haute, face caméra, ils en parlent dans des articles. On peut, comme on dit, googler les sources russes et ukrainiennes. Et tout cela, on peut le voir. Alors que pensent de nous les mondes russes et ukrainiens ? Commençons par Ukrainska Pravda, un média qui s'est considéré comme la voix de la société civile ukrainienne. Ils ont rédigé une analyse annuelle de la présidence de Trump. Je cite. « Beaucoup essaient d'exploiter l'arrogance confiante de Donald, dont dépend le sort de l'Ukraine, à leur propre avantage. Certains essaient de jouer sur sa vanité, d'autres sur son incompétence. Arrogance, vanité, incompétence. » Ce n'est pas le Kremlin qui écrit cela. Oui, messieurs, c'est Kiev qui l'écrit. Un média qui, pendant des années, a demandé des armes américaines et des garanties américaines. Il s'agit aussi de la façon dont les responsables ukrainiens doivent communiquer avec le président américain. Je les plains vraiment. À Kiev, ils ont appris tant bien que mal à interagir avec l'Américain égocentrique et capricieux. Ils ont appris à ne pas contredire Trump, à ne pas irriter Trump, à flatter Trump, à remercier Trump pour n'importe quelle raison, et même sans raison. Excentriques et capricieux, ce sont les mots de personnes qui dépendent des États-Unis pour survivre. Remercier sans raison. Imaginez ce qu'ils disent à huis clos.
Et voici Medusa. Un média russe indépendant est basé en Lettonie et, en quelque sorte, n'a aucun lien avec la Russie. Les conseillers, les subordonnés et les amis de Donald Trump ne respectent pas le président. Les amis de Donald Trump ne respectent pas le président. Beaucoup d'entre eux l'appellent ouvertement un imbécile, un idiot et un crétin. Classe. Le ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, Arsène Avakov. Déclaration éhontée de Donald Trump. Le diagnostic d'un dangereux marginal, c'est ce que dit Avakov. Messieurs, un dangereux marginal qui favorise la dictature de Poutine. C'est ce que dit un ministre ukrainien, représentant officiel de l'État. Maintenant, l'ancien premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk. Trump défie les valeurs du monde libre, de l'ordre civilisé et du droit international. C'est un crime. Un crime contre l'éthique et la civilisation, contre les valeurs civilisationnelles. Des principes. Un crime contre les principes éthiques. Du Premier ministre du pays que Trump a soutenu avec des armes. Ces mots ont ensuite été supprimés, mais Internet se souvient de tout. Maintenant, je cite. Si quelqu'un en Amérique dit quelque chose sur Trump, on le cite forcément. Voici une citation de Scott Lucas, nous avons un professeur comme ça. Donc, professeur d'études américaines, ou quelque chose comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Trump caressait le rêve de faire des affaires en Russie depuis les années 90. Ses enfants ont visité Moscou. Ivanka Trump s'est assise dans le fauteuil de Poutine au Kremlin. Vous imaginez quelle honte et quel cauchemar c'est. Et un démocrate ukrainien. Portail diplomatique. Portail diplomatique ukrainien. Il publie cela comme une analyse, pas comme une théorie du complot, mais comme une analyse. Pour leur public, cela est immédiatement perçu comme une preuve. Diplomate ukrainien, Roman Besmertny. Dans le convoi de l'Afrique du Sud. En négociant avec le Kremlin, lui, Trump, s'est lui-même mis dans une impasse. Oh, quel idiot, n'est-ce pas ? Il n'a pas compris, l'idiot, et j'insiste là-dessus, que la question du territoire ne dépend ni de Zelensky ni du Parlement. Il l'ignore totalement. C'est une décision qui va à l'encontre du droit international. Pourquoi vont-ils à l'encontre du droit international ? De la politique européenne. Trump n'est pas un homme politique européen. Et la constitution de l'Ukraine, ici bien sûr, il le sait très bien. C'est pourquoi lui, Trump, s'est attaqué à un sujet qui, du point de vue des désirs de Moscou, est insoluble. Premièrement, un langage horrible. Il s'est mis dans une impasse. Il n'en a pas tenu compte. Il s'est attaqué à un sujet qui est insoluble. Messieurs, c'est un diagnostic d'incompétence. Juste un diagnostic. Mais il a été nommé par un diplomate d'un pays allié. Medusa. Le pacificateur à la Maison-Blanche. Il a encore montré son vrai visage. Vous êtes un crocodile. Vous vous souvenez de ma génération ? La machine de guerre américaine a montré son vrai visage. Et ensuite, il est évident que les États-Unis utilisent les mêmes technologies de guerre contre nous et la Chine. Il faut tirer des conclusions dès maintenant. Soit nous gagnons, soit nous serons détruits. Il n'y a donc que deux options. Soit nous gagnons, soit nous serons détruits. Et ils ne sont pas vraiment pro-russes. Seules les armes nucléaires et une volonté de fer peuvent contenir l'ennemi. Des armes nucléaires et une volonté de fer. Ce n'est pas un blogueur original, c'est le récit dominant des médias d'État du pays possédant le plus grand arsenal nucléaire, comme Komsomolskaya Pravda. Je me souviens de ce journal depuis l'époque où, bien que Trump ait étudié à l'Académie militaire de New York, on s'en est soudain souvenu, car beaucoup disaient constamment qu'il n'avait jamais étudié nulle part. Personnellement, il n'a participé à aucune guerre. Peut-être que c'est pour cela que le président des États-Unis considérait d'abord la guerre avec l'Iran comme un blockbuster hollywoodien. Waouh! Ils écrivent, chaque matin ils écrivent. Qui écrit ? Qu'est-ce qu'ils écrivent ? Ils ont tout inventé sur le moment. Ils écrivent que chaque matin, on lui passe un montage de 2 minutes des frappes américaines réussies. Voilà le genre de président qu'on a, un vrai sale type. Chaque matin, un montage de 2 minutes de victoire. Et il se lève de bonne humeur. Et il a aussi de l'écume aux lèvres. Passons aux personnalités. Bien qu'on dise ad hominem. Ce n'est pas bien, mais ici c'est nécessaire. Voilà le genre de personnalité. Kasparov. Il dit ce qui suit.
À la radio ou à la télévision, voici l'enregistrement. Il arrive à Moscou dans les années 80 un milliardaire fêtard avec sa femme tchèque. Il est impossible d'imaginer que le comité pour la sécurité de l'État, en fait, il a dit « Gobnia », n'ait pas essayé de le recruter. Un milliardaire marié à une Tchèque, bien sûr nous ne savons pas ce qui s'est passé. Kasparov continue. Eh bien nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais tout de suite, l'intrigue commence à se nouer. Les années suivantes, toute la carrière d'homme d'affaires de Trump, qui se terminait toujours par des faillites et des sauvetages miraculeux. L'allusion est faite immédiatement. Il est difficile de supposer que les relations entre le KGB et Trump ne se sont pas établies. Ouais. Il y a de fortes chances que le comportement de Trump indique que des relations avec le KGB se sont bel et bien établies. Vous comprenez, n'est-ce pas, à quel point j'ai creusé profondément? Et maintenant, Alexandre Nevzorov qui est venu en Ukraine. Je ne sais pas s'il y vit ou s'il est déjà parti. Ça tire là-bas, je crois qu'il n'aime pas être visé. Voilà, c'est un Ukrainien d'honneur. Nevzorov, ça, ce dont il parle, a été écrit par un officier du KGB qui était responsable du recrutement d'hommes d'affaires américains où Trump, comme beaucoup d'autres, était pris dans le réseau traditionnel et habituel du KGB. Il était venu avec sa femme tchèque. Bon, peu importe. Il était absolument impossible de ne pas tomber dans tout un système de pièges du KGB. Eh bien, c'est simplement qu'Alexandre Nevzorov le sait très bien, oui. Il faut comprendre que dans les prochaines années, les gens chercheront la réponse à l'énigme du paradigme. Et maintenant, Poutine manipule Trump. Alors pourquoi chercher des énigmes, excusez-moi? Voilà la solution. Poutine manipule Trump. Maintenant, le devin et voyant ukrainien nommé Yakovina a déclaré ce qui suit. Trump a récemment conclu un accord officieux avec Poutine, qui se résume à ceci. Comment c'est-il pour l'accord officieux? Trump aidera le dictateur russe en Ukraine et Poutine, en retour, aidera Trump à devenir président. En même temps, ce Yakovina-là ne dit pas que c'est ce qu'il pense, mais il raconte cela comme un fait accompli à 100% dont il a eu connaissance. Soit de la part de certaines personnes qui étaient là présentes, soit par exemple de Poutine ou de Trump. Mais il y a encore une autre option. De Nevzorov. Oui. Mais il n'a pas vraiment dit que cela venait de quelqu'un d'autre. Donc il est probable qu'il le sait parce qu'il est clairvoyant. Maintenant donc, mon cher Chederovitch, un pilier, mais pas de vigueur, juste un pilier. Trump, dit-il, va encourager la victoire, il va simuler une victoire là où il n'y en a pas. Il a essayé de faire pression sur Zelensky et de présenter cela comme sa victoire. Il manque de moyens pour faire plier Poutine. Sans parler du fait que, comme nous le voyons avec le cadeau qatari, Trump est assez facile à acheter. Merci. Au revoir. À la Qatari. Le Qatar a offert à l'Amérique. Merci, l'avion. Et là-dessus, Chederovitch a vu, eh bien, il lit probablement mal l'anglais, ou il a lu un idiot qui, disons, a donné sa propre interprétation. Allons, Chederovitch, allons, fils de Soulkin. Alors, pourquoi déteste-t-on les Américains qui réussissent? Et pourquoi déteste-t-on les Juifs? Pourquoi Mamdani déteste-t-il à la fois les Américains et les Juifs? Pas Israël, les Juifs? Pourquoi Obama détestait-il les Américains, les Juifs? Pourquoi les Iraniens? Eh bien, c'est une nation ancienne, non? Ils paraissent sages et très intelligents, non? Pourquoi alors détestent-ils les Américains et les Juifs? Et Macron et Starmer? Eh bien, les Français, à l'époque de l'affaire Dreyfus, et les Britanniques, à l'époque du mandat en Palestine, ont clairement montré qu'ils étaient antisémites, bien plus que les Allemands et les Ukrainiens. Seuls donc les Lituaniens sont comme eux. Beaucoup peuvent rivaliser. Pourquoi tant de Juifs ethniques détestent-ils les Américains et même les autres Juifs? Donc il y a une judéophobie bien connue parmi le peuple élu. Cela existe aussi. L'auto-haine, ça existe. C'est comme ça. Les musulmans veulent se rassembler dans un califat pour être gouvernés par des califes.
Et les Juifs communiquent avec Dieu à leur manière, directement. Pas à travers un moulard, un pasteur ou un prêtre. Le rabbin n'est pas un intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est un expert de la loi qui l'enseigne et juge. Eh bien, il juge. Juge Reber, lequel de nous a raison. Il prend la Torah, il prend autre chose et essaie de comprendre, selon la loi du Seigneur Dieu, qui a raison et qui a tort. On nous déteste, les Américains et les Juifs, parce que nous sommes individualistes, parce que nous ne nous rassemblons pas en masse, parce que nous n'avons pas, enfin, pas tous bien sûr, oui, la mentalité de la foule. Même en foule, nous gardons notre opinion. On dit, souvenez-vous, en Israël, 2 Juifs, 3 opinions. Je dirais même plus, 2 Juifs, 5 opinions. Et ils vont tous se disputer entre eux et avec eux-mêmes. Et en plus, nous ne croyons personne sur parole. Nous avons nos livres. Des livres d'autrefois, nous les lisons pour trouver une erreur, puis nous crions « Ah !» Et ensuite, nous allons nous disputer jusqu'à en perdre la voix, en essayant de prouver l'un à l'autre ce que signifie la virgule dans cette phrase. On nous déteste parce que nous sommes autosuffisants, parce que nous ne sommes pas des victimes, parce que nous pensons que le succès, c'est le tien mérité, mais que l'échec aussi, c'est le tien mérité. Et c'est toi qui en es responsable, personne d'autre. Donc tu peux la corriger parce que c'est toi qui en es responsable. On nous déteste parce que nous pensons que tout dépend de nous-mêmes et que on ne m'a pas donné, on ne m'a pas laissé faire, on ne m'a pas permis, ne sont que des excuses. La seule question qui nous vient à l'esprit, c'est comment faire pour réussir, comment faire mieux. C'est pourquoi nous recommençons sans cesse. C'est pourquoi nous faisons mieux. C'est pourquoi nous réussissons. Messieurs, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Cela aidera la chaîne à grandir. Qu'est-ce que les Américains et les Juifs ont en commun? J'en suis certain, j'y ai beaucoup réfléchi. Les Juifs et les Américains sont des personnes intérieurement libres. Voici toute la Torah, tout le Talmud. D'ailleurs, le Talmud de Babylone est juste derrière moi, sur les étagères. Et la Mishnah, le Shulchan Aruch, tout est imprégné de la conscience que nous ne courbons la tête que devant Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la Déclaration d'indépendance américaine? Personne, à part Dieu, ne peut nous enlever nos droits. C'est la même chose. Même le Seigneur a qualifié les Juifs de peuple à la nuque raide, c'est-à-dire qu'ils ne courbent pas la tête en signe de soumission. À la nuque raide, à la nuque raide. Pourtant, il nous a appelés son peuple. Les Européens rêvent depuis longtemps d'un bon tsar. Là-bas, ils l'appellent Païanov, n'est-ce pas? Ils rêvent d'être ses boyards. Mais nous sommes nous-mêmes nos propres tsars, boyards et généraux, et en général, cela veut dire que nous pensons être plus intelligents que tout le monde. Ce n'est pas forcément vrai en réalité, mais les imams juifs nous en ont convaincus. Et les mères américaines disaient à leurs enfants « Tu peux réussir tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. » Et c'est pour cela qu'on nous déteste, nous les Juifs et les Américains. Des gens dépendants des autres et des circonstances. Et moi, tout à coup, j'ai compris qui j'étais. On me demande souvent « Tu te sens américain? Tu te sens israélien? Tu te sens homme de culture russe ?» Messieurs, j'ai compris. Je suis un nord-américain, un judéen. Et que tout le monde m'envie. Et que faire s'il me déteste? Eh bien, je survivrai.